Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que là ça va comme ça, parce que c'est vrai que j'ai une petite voix. D'abord, tout de suite, très vite, vous dire le plaisir que j'ai d'être à nouveau ici à Nancy, où j'étais pas venue depuis un moment, et je vous le confirme, cette ville est magnifique. Vraiment, vraiment, ça m'a fait plaisir de la retrouver. Et puis, évidemment, vous dire l'immense plaisir que j'ai d'accueillir avec vous tous et toutes Éric Emmanuel Schmitt. Parce que, tout bêtement, là, quand on m'a proposé de venir ici, on m'a demandé de choisir avec qui je voudrais m'entretenir. Et évidemment, c'est son nom qui s'est imposé tout de suite à moi, parce que, au fond, il y a quelque chose de très frustrant dans ce que je fais au jour le jour à France 2. Vous savez, je fais un programme court, quotidien. Et tout mon travail est d'interviewer les écrivains en 2 minutes. Vous imaginez la grande tristesse et la grande frustration pour moi de passer des heures en compagnie intime comme ça avec des écrivains que j'aime et de pouvoir si peu échanger avec eux. Alors là, je prends mon temps. Hein. Voilà. Et une petite remarque, en fait. Vous qui vous intéressez aux sagesses autres, vous savez que j'ai appris que dans la langue hébraïque, c'est le même mot qui désigne lecture et rencontre. Oh. Mais une rencontre qui engage aussi bien les interlocuteurs que ceux qui écoutent. Et j'aimerais bien qu'il s'agisse de quelque chose comme ça entre nous aujourd'hui, de façon tout à fait légère et amicale. Mais moi, je crois que je n'écris que sur ce sujet-là, la rencontre. Tous mes livres décrivent une rencontre. Voilà, souvent dans mes livres, les gens sont enfermés dans une certitude ou ils sont enfermés dans un malheur et quelqu'un entre, une porte s'ouvre, une fenêtre s'ouvre et voilà, toutes les cartes vont être abattues. Il va falloir réapprendre à vivre, mais peut-être aussi cicatriser et aller plus loin. Vraiment, pour moi, la rencontre, c'est ce qui délimite un avant et un après. Alors, dans toutes mes histoires, il y a toujours un avant et un après. Et justement, comme rencontre et lecture sont synonymes, je voudrais, avant qu'on parle de l'écrivain, bien qu'à mon avis tout ça n'est pas dissociable, la lecture, pour vous, dans votre vie, avant, maintenant, quelle place ça a? C'est quoi la lecture pour vous? Je crois que la lecture a été pour moi l'occasion, la première fois où j'ai pu sortir de mon égoïsme naturel. Je me souviens très très bien du grand choc. Il y a eu 2 chocs. Il y a eu un choc de lecture et un choc de théâtre. Chez moi, c'est lié comme dans ma vie. Le choc de lecture, ça a été Les Trois Mousquetaires. Et c'était lié à la solitude et à la rencontre, c'est-à-dire que mes parents avaient déménagé. Moi, je n'aimais pas lire. J'avais 8 ans. Je n'aimais pas lire parce que ce qu'on me donnait à lire, c'était Oui, oui, le taxi rouge. Donc, je trouvais que lire, c'était une occupation de débile. Donc, je ne lisais... Parce qu'on me donnait que des livres pour enfants. Je n'aime pas les livres pour enfants. Maintenant, des enfants lisent mes livres, mais je ne les ai pas écrits pour les enfants. Et tout d'un coup, déménagement, une grande maison au milieu de la campagne, la solitude, la perte de tous les amis. Et ayant perdu mes amis, mon réflexe a été de prendre un livre dans la bibliothèque et de lire Les Trois Mousquetaires. Et alors là, j'avais des amis, même si c'était des amis virtuels, des amis imaginaires. Et tout d'un coup, je découvrais le monde avec ça. Et puis voilà, je suis allé jusqu'au 3e tome avec la mort de D'Artagnan. Et je me suis rendu compte qu'en quelques milliers de pages, ça y est, j'étais en train de perdre un ami intime qui était D'Artagnan et j'étais bouleversé, je sanglotais. Et puis, quasiment de façon concomitante, il y a eu le Cyrano de Bergerac que j'ai vu. Je suis allé pour la première fois au théâtre, j'ai vu Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, joué par Jean Marais, c'était à Lyon. Et là, c'est pareil, un émerveillement absolu. Et surtout, une façon de m'arracher de moi-même, c'est-à-dire que les problèmes qu'avait Cyrano sur scène, c'est-à-dire, n'étaient pas les miens. Lui, c'était un homme qui pensait qu'il ne pouvait pas être aimé parce qu'il se pensait pas aimable, pas beau, avec ce nez trop gros. Moi, je n'avais pas remarqué que j'avais le nez tordu à l'époque et j'étais persuadé que j'étais aimable et j'étais persuadé aussi que j'étais aimé, ce qui était vrai. Donc les problèmes de Cyrano n'étaient pas les miens du tout. Et pour la première fois,
j'ai eu de la compassion pour un personnage totalement différent. J'ai versé des larmes altruistes, des larmes philanthropiques, des larmes de compassion, des larmes qui n'étaient pas pour un chagrin qui m'était arrivé à moi, mais qui étaient vraiment des larmes pour autrui. Je crois que c'était la première fois. En fait, je découvrais l'humanisme. Voilà, c'est donc pas seulement la lecture comme projection de soi, mais Non. aussi Rencontre. Voilà, Complètement. rencontre avec l'autre. Pour moi, on lit et on écrit parce qu'on a la curiosité absolue des autres. Alors justement, avant de poursuivre, vous savez, généralement, quand on est devant quelqu'un de connu, on dit on ne présente pas Éric Emmanuel Schmitt. Et la preuve, c'est que vous êtes tous là. Mais moi, j'ai toujours le sentiment qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas encore forcément tout lu d'Éric Emmanuel Schmitt et qui n'ont peut-être pas lu du tout encore. Et donc, je crois qu'ils ont de la chance parce qu'ils ont encore un bonheur à venir, ils ont encore des plaisirs à éprouver. Et je crois que dans ce cas-là, il faut quand même donner quelques jalons. Alors, je vais rappeler tout ça. Romancier, novelliste, dramaturge, essayiste, co-directeur du théâtre Rive Gauche à Paris, et maintenant auteur de BD, oui. Avec les aventures de Poussin Ier, une sorte de façon de reprendre l'affaire de l'œuf et la poule à l'infini, mais on va en reparler après. Et traduit dans 50 langues, sûrement l'un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde, il faut vraiment en prendre conscience. Roule sous les récompenses, en 2001, Grand Prix de l'Académie française pour toute son œuvre. En 2013, je n'en cite que deux, reçu à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Alors bon, moi, je ne vais pas citer évidemment tous les titres d'Éric Emmanuel, mais je voudrais en citer quelques-uns pour justement qu'on voit qu'est-ce qui se trame au fond tout au long de cette histoire et de ce travail, de cette œuvre. Finalement, maintenant, ça y est, c'est une œuvre. Alors, les romans, je cite La secte des égoïstes, qui est le roman inaugural, l'histoire de cet homme singulier, Gaspard Langenhardt, pour qui, au fond, la vie n'est sans doute qu'un songe, pour qui les oiseaux, les nuages, la terre, les autres hommes ne sont que visions de son esprit. Retenez tout ça, tous ces thèmes, parce qu'effectivement, on va comprendre de quoi il s'agit. L'Évangile selon Pilate, La femme au miroir, ce merveilleux texte où on voit dans 4 époques différentes, 4 histoires de femmes insoumises, rebelles. Les perroquets de la place d'Arezzo, on est là pour ça, mais on en parlera un petit peu plus tard parce que je fais durer un peu le suspense. Les nouvelles, Odette Tout le Monde et autres histoires, encore des récits sur 8 femmes, 8 histoires d'amour, encore et encore. La rêveuse d'Ostende, où là, vous déployez tout ce que peut signifier l'imaginaire. Les 2 messieurs de Bruxelles, où là, vous vous posez la question des amours inavoués, comment quand on se croit 2, en fait, on est 3. Et puis, il y a ce que vous nommez le cycle de l'invisible, où justement, vous vous intéressez aux sagesses autres. Et je voudrais savoir, alors il y a Mila Repa, il y a Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Oscar et la Dame Rose, etc., etc. Pourquoi cette attention, pour vous, aux sagesses autres ? D'abord, je suis philosophe de formation. Non, mais ça, on va évidemment. Voilà. Évidemment que c'est ça, toute l'affaire, c'est à ça que je veux aboutir. Non seulement philosophe, mais normalien, et qui a été aussi professeur de philosophie. Oui, j'ai enseigné 4 ou 5 ans, et puis après, j'ai été rattrapé par le succès. C'est-à-dire, moi, dès que j'ai pris la plume, j'ai été joué dans le monde entier. Donc, j'ai donné mon congé pendant 4 ans, puis ma démission de l'éducation nationale. J'enseignais la philosophie. J'étais maître de conférence à l'université de Savoie. Alors ça, c'est le rapport aux spiritualités, comme vous dites, c'est quelque chose, c'est la suite d'un trajet. En fait, je suis philosophe de formation, et donc le philosophe, sauf s'il s'intéresse aux philosophies antiques, s'intéresse peu à la sagesse. Enfin, le philosophe contemporain s'intéresse plutôt à la pensée, comment la pensée s'élabore, sur le rapport à autrui, sur la phénoménologie, etc. Et aux théories aussi. Et aux théories. Et c'est vrai que souvent, le souci de la sagesse, le souci d'une vie bonne, quelque chose qui appartient à la philosophie antique, mais plus du tout à la philosophie moderne et contemporaine. Et puis, il se trouve que cette formation philosophique, c'est effectivement ma colonne vertébrale, mais en même temps, ça ne me nourrissait pas totalement. Il y a eu dans ma vie un grand événement qui a été une marche dans le désert et un passage dans le désert avec une perte
Je me suis totalement perdu pendant 32 heures dans le désert. Mais j'ai pas tout perdu puisque j'ai passé une nuit avec une nuit mystique. Avec vraiment, je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. Mais cette croyance que j'avais gagnée pendant cette nuit de feu, elle ne se déposait dans aucun cadre religieux, puisque je n'étais pas religieux. J'étais d'une famille athée, avec une éducation athée. Mon professeur à Normal Sup était Jacques Derrida, donc vous imaginez bien qu'on était loin du religieux. Et donc, ayant eu cette expérience très, très étrange, et qui d'ailleurs me laisse toujours libre d'y croire ou de ne pas y croire, car c'est ça aussi le propre d'une expérience mystique, ça respecte votre liberté. Vous pouvez toujours penser que c'était une hallucination, mais ça m'a tellement transformé que je doute qu'une hallucination puisse être l'objet d'une petite source, puisse devenir un fleuve comme ça. Bref, cette nuit au désert m'a tout d'un coup donné un autre regard sur le monde, sur la condition humaine, sur notre présence à l'existence. Et quand je suis rentré, c'était dans le Sahara, quand je suis rentré en France, à ce moment-là, je me suis intéressé aux grandes spiritualités. Je me suis mis à lire les textes religieux. Et évidemment, comme tout intellectuel un peu snob, j'ai commencé par les plus lointains. Je n'ai pas voulu m'intéresser au christianisme tout de suite. Donc je me suis intéressé au bouddhisme, zen tibétain, à l'hindouisme. Puis je me rapprochais l'islam, le judaïsme, le christianisme. Et j'y rentrais à chaque fois par la porte des poètes mystiques, puisque c'est ce que j'avais éprouvé dans cette nuit. Et donc les poètes mystiques, c'est jamais des dogmatiques, c'est jamais des êtres qui représentent le dogme, ce sont toujours des esprits libres qui parlent par métaphore. Et finalement, on se sent toujours plus proche d'un poète mystique de n'importe quelle religion que d'un grand théologien de n'importe quelle religion. Et donc il y avait cette espèce d'intimité du poète mystique qui me faisait pénétrer dans l'islam, qui me faisait pénétrer dans Milarepa, par exemple, dans le bouddhisme, etc. Et un jour, par une série de hasards, oui, mais il n'y a pas de hasard, je ne sais pas. Voilà, grande question. Oui, ça, c'est une question de ma vie aussi, ça. Hasard ou destin, mais on en parlera si vous voulez. Ouais. Mais j'écris un texte sur Milarepa, c'est-à-dire sur ce moine bouddhiste tibétain. C'était pour le théâtre de Vidi-Lausanne, puis après c'est parti un peu partout. Et je fais une interview avec l'équivalent de France Culture en Suisse. Et le journaliste, à la fin de l'interview, hors micro, me dit formidable, tout ça. Naturellement, vous êtes bouddhiste. Et je regarde et je dis non, je ne suis pas bouddhiste. Il me dit, mais alors pourquoi écrivez-vous sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste? Alors je lui réponds à l'emporte-pièce, est-ce qu'il faut être noir pour être antiraciste? Et je m'en tire par une pirouette. Et en fait, je repars très pensif en me disant, mais au fond, est-ce qu'il n'est pas en train de m'indiquer ce que j'ai à faire ou est-ce que je ne suis pas en train de comprendre ce que j'ai à faire? C'est-à-dire jeter un regard humaniste sur les grandes spiritualités, sur les grandes religions. C'est-à-dire pas du tout un discours de prosélyte qui veut convertir, pas du tout un discours critique qui veut attaquer, un discours respectueux qui considère la croyance de l'autre, qui essaye de plonger au cœur de ce qui fait le sens de la vie des autres à travers une spiritualité et du coup de se servir de l'art du conte ou du roman pour rendre des spiritualités différentes des nôtres proches. Et c'est comme ça que j'ai fait le cycle de l'invisible. Mais quand même, alors dans les 10 enfants que Madame Ming n'a pas eu, il est dit, la vérité m'a toujours fait regretter l'incertitude. Ouais. Alors au bout du compte, parce que ce sont des vérités que les sagesses tentent d'émettre. Ouais. Et donc, il y a quand même toujours ce regret de... Je suis tout à fait... Je suis sensible au fait que vous ayez ôté cette phrase, que beaucoup de croient de Confucius, mais qu'en fait, qui est de moi. Moi, j'étais sûre que c'était vous. Alors, j'ai pas pensé à Confucius. Je suis pas assez calée, alors. Non, elle est complètement de moi. J'ai fait du Confucius de contrebande, mais c'est du vrai Schmitt. Vous mettez le point sur quelque chose, c'est-à-dire que pour moi, l'objet de mon trajet intellectuel et spirituel, c'est au fond d'accepter le mystère. Avant d'entrer dans le désert, je pensais que le monde était absurde, c'est-à-dire qu'il était dépourvu de sens. En sortant du désert, je me suis dit que le monde était mystérieux, c'est-à-dire que le sens du monde m'échappait.
mais qui avait peut-être un sens. En sortant du désert, je me suis mis à faire crédit au monde. Je me suis mis à habiter le mystère, non plus avec angoisse comme avant, mais avec confiance. Et alors, la confiance, ce n'est pas un savoir. Hein. On ne sait pas plus de choses quand on a la foi ou quand on a la confiance dans le mystère. Il ne faut pas confondre ça avec un savoir. C'est une façon d'habiter l'ignorance. Donc voilà. Alors j'habite l'ignorance avec confiance. Et donc cette phrase, la vérité m'a toujours fait regretter l'incertitude, je me méfie effectivement du moment où un homme dit « voilà la vérité, ça y est, je sais ». Parce que pour moi, c'est là que commence l'imposture. Voilà. Par exemple, à la question « est-ce que Dieu existe ?», je réponds, en philosophe, je ne sais pas. Mais j'ajoute, je crois que oui. Donc voilà. Comte Sponville, mon ami Comte Sponville, dira je ne sais pas, mais je crois que non. Et puis après commencent les impostures, les gens qui vont dire ah ben il y a aussi l'indifférent qui dit je sais pas et je m'en moque. Puis après les impostures, c'est je sais. Alors je sais que non, je citerai personne, mais on en voit des intégristes athées. Et puis je sais que et puis des intégristes religieux, les gens qui savent et qui confondent croire et savoir. Croire, c'est pas la même chose que savoir. Qui ne garde pas l'espace de l'interrogation en tout cas. Exactement. Alors on continue le parcours théâtre maintenant théâtre. Avec La Nuit de Valogne, à l'époque, où vous vous interrogez alors là sur la sexualité, ou plutôt la non-sexualité de Don Juan, ouais. En tout cas sa relation particulière au désir, ou la difficulté qu'il a à mettre en œuvre ouais. une relation. Ensuite, il y a Le Visiteur, cette étrange rencontre entre Freud et un visiteur du soir. Ensuite, les variations énigmatiques, où vous demandez... qui on aime quand on aime. Oui. Et c'est donc toute l'histoire des malentendus amoureux dont on va pouvoir débattre dans quelques instants. Puis, on rajoute encore la tectonique des sentiments, où vous vous demandez comment on peut passer de l'amour à la haine. Ça, on voit un peu de quoi il veut parler. Il y a eu le journal d'Anne Frank. Et puis, il va y avoir là, très prochainement, je crois que c'est dans les jours qui viennent, oui. Les Guitries. The Guitries, oui. Voilà. Alors, c'est 15 ans d'amour entre passionnés, ou je ne sais pas si c'est de l'amour, si c'est de la passion. C'est bien toute la question, je crois, de cette pièce, entre le grand Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Oui. Et alors, pour résumer l'affaire, vous dites quelques années de grande passion, quelques années de grands soupçons, quelques années de grande souffrance. En fait, tout fut grand. Oui. C'est ça qui compte. C'est ça. Tout fut intense. Oui, bah, l'histoire d'amour de Sacha Guitry et d'Yvonne Printemps, c'est d'abord l'histoire d'un Pygmalion, de quelqu'un qui prend une fille très très jeune, qui est sur qui vient des faubourgs, qui est sur les planches depuis l'âge de 11 ans aux Folies Bergères, qui jouait dans des pièces immortelles comme Nu Cocotte. Enfin, vous voyez, et puis il voit cette femme, il voit son talent, il voit son intelligence, il voit sa féminité exquise et il en tombe totalement amoureux. Et il va l'aider à sa métamorphose. Ça va être la femme la plus élégante de Paris, du théâtre parisien, et même, je dirais, mondial, puisque c'est d'où le titre de la pièce. Sacha Guitry et Yvonne Printemps allaient jouer à New York, allaient jouer à Londres, et sur les théâtres, on annonçait The Guitries. Donc c'est pour dire le niveau de gloire auquel ils étaient le théâtre français. Après Sarah Bernard, c'était eux la gloire du théâtre français. Et quand il a vu ça pour la première fois, The Guitries, Sacha Guitry a dit j'ai l'impression que nous sommes une troupe d'acrobates. Et moi, dans la pièce, je lui fais répondre à elle oui, pas assez souvent. Parce que le grand problème de Sacha Guitry et Yvonne Printemps, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes exigences amoureuses. C'est-à-dire que lui était aussi très amoureux de son génie et elle était amoureuse de l'amour. Donc... vous connaissez la... Quiproquo. Quiproquo, voilà. Et donc j'ai commencé la pièce en me disant, je croyais que mon sujet c'était comment tomber amoureux d'une garce, parce que c'était quand même une magnifique garce devant l'Éternel. Et à la fin de la pièce, je me disais comment ne pas tomber amoureux d'une garce. Alors, ce sont d'ailleurs certaines des questions que vous posez dans les perroquets de la place d'Arezzo, mais on va y arriver. Mais je voudrais quand même, effectivement, donc à travers tout ce périple-là des quelques textes que j'ai cités, effectivement, donc vous l'avez dit, romancier philosophe, il n'y a pas à discuter, mais c'est quand même une place très à part dans la littérature française. Oui. Hein, c'est pas souvent... on l'a vu beaucoup dans la littérature d'Europe centrale, mais pas
finalement, le romancier philosophe, c'est pas quelque chose qui est si courant que ça dans la littérature française, en tout cas contemporaine. Contemporaine, mais je crois que c'est une tradition marginale de la littérature française. Il y a toujours eu ça dans la littérature française. Il y a toujours... et souvent, à l'étranger, puisque j'ai la chance d'avoir cette carrière dans beaucoup de pays, on dit c'est tellement français, ça, ce mélange de fiction et de philosophie, et surtout la légèreté, mais revendiquée, oui. C'est-à-dire la légèreté qui n'est pas de l'incurie ou qui n'est pas de la superficialité, mais garder malgré tout un ton léger, passer d'une réflexion sublime à une réflexion triviale. Moi, j'adore faire ça. Et ça, à l'étranger, ça paraît très, très, très français. Et en France, c'est au fond assez marginal dans la tradition littéraire. Mais en tout cas, sous le signe de Diderot, toujours. Toujours Diderot. Le maître, l'idole, le ferment de mon écriture, dites-vous. Oui. Ben, c'est une histoire de destin avec Diderot. Et c'est vrai que quand j'étais à la Sorbonne, tout d'un coup, on m'a dit sur quoi voulez-vous faire votre... J'étais en philosophie, je faisais des études de philosophie. Sur quoi voulez-vous faire votre maîtrise? Et c'est sorti comme ça, j'ai dit Diderot. Et puis j'ai fait ma maîtrise sur Diderot. Après, je passe la grecque, j'ai réussi. Donc on me dit sur quoi voulez-vous faire votre doctorat? Diderot. Je ne savais toujours pas pourquoi. Et donc j'ai passé 3 ans à écrire moi ma thèse, qu'on peut trouver, qui s'appelle Diderot ou la philosophie de la séduction. Et en fait, je découvre avec les années que c'est ma matrice. C'est-à-dire qu'il est mon modèle absolu pour tout. Je ne pense absolument rien comme lui, je ne partage aucune de ses idées, mais il est mon professeur de liberté. Alors c'est un peu paradoxal, professeur de liberté, ça fait un peu poisson soluble, mais oui, professeur de liberté, c'est-à-dire qu'il ose avoir des tensions intérieures, il ose dire qu'il n'est pas certain. Il fait partie des rares chevaliers de l'incertain, c'est-à-dire dire j'aurais tendance à penser ça, mais je ne suis pas sûr. Alors souvent il dit je m'endors pour, je me réveille contre. En tout cas, on peut dire qu'effectivement, inlassablement, ce qui vous importe, c'est de réfléchir à la condition humaine. Oui. Et aussi de réfléchir à la perception que nous pouvons avoir de la réalité. Car en réalité, enfin, c'est même malvenu, mais on peut, avec vous, il y a toujours cette intuition que la réalité n'est qu'un fantasme, n'est que la perception que l'on en a, mais pas quelque chose, si on peut dire, d'objectif. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, l'apport de l'imagination et de l'imaginaire à la perception de la réalité. Vous parliez tout à l'heure de la rêveuse d'Ostende, oui, qui est complètement consacrée à ça. Mais je dirais que mon texte le plus lu, finalement, qui est Oscar et la Dame Rose, c'est aussi un texte comme ça, puisque c'est un enfant qui a une leucémie, dont on pense qu'il n'a plus que quelques jours à vivre. Et tout d'un coup, cette bénévole, cette Dame Rose, vient le voir et lui dit « On va jouer à un jeu, tu vas vivre chaque jour comme si c'était 10 ans ». Elle lui offre à cet enfant de 10 ans 120 jours de vie. Il va d'ailleurs même pas arriver jusqu'au bout des 12 jours, mais elle lui offre 120 ans. Et donc chaque jour, il fait comme si il avait 10 ans de plus. Et au fond, elle lui offre une vie complète par l'imagination, par l'humour et par l'imagination. Et ce jeu qu'elle entretient avec lui va enrichir, va illuminer et va rendre cocasse et drôle, au fond, tous ces jours de vie. Tragique. Voilà, et va compenser le tragique. Autrement, voilà, dans tout ce que j'écris, il y a ça. Et il y a même ça, effectivement, parce qu'il faut qu'on en parle quand même, de ces aventures de Poussin Premier. C'est qui, Poussin? Enfin, j'ai fait mon autobiographie. Voilà. Dans une basse-cour. Poussin, c'est un nouveau-né. Qui s'interroge sur son origine, au fond. Oui, c'est ça. Son identité. Il se demande qui il est. Enfin, c'est-à-dire, il est en train de manger ses premiers grains et il y a un chien qui passe et il lui dit « Qui es-tu » Et il se rend compte qu'il ne sait pas. Donc, il appelle sa tante Galina, qui est une grosse poule idiote. Et il va commencer à mener l'enquête quand on lui dit qu'il vient d'un œuf. Il n'est pas du tout d'accord parce qu'il ne se souvient pas du tout d'avoir habité un œuf. En plus, quand il a déjà tellement grossi que quand il essaye les œufs, il n'en trouve pas un à sa taille. Et puis après, quand il voit d'où sortent les œufs, c'est-à-dire du cul des poules, il décide que non, un être comme lui ne peut pas sortir du cul d'une poule. Donc voilà, c'est moi. Et alors il pose les bonnes questions, mais il résonne comme un tambour. Il résonne comme un tambour, donc il tombe toujours sur les mauvaises réponses. Mais il est un peu aidé, enfin, dans sa quête,
par une souris qui dévore les livres. Et il se trouve qu'il y a une bibliothèque de philosophie dans cette basse-cour, au grenier, et elle dévore les livres, et de temps en temps, quand elle rote, elle récurgite du Platon, du Aristote, du Descartes. Mais à quoi elle ne comprend rien, comme les érudits souvent, vous savez. En fait, il y a celui qui réfléchit par lui-même, Poussin, et puis il y a la souris érudite qui rote. Et tout ça, c'est une catastrophe. Mais je m'amuse beaucoup à faire ça. En tout cas, que ce soit bande dessinée ou théâtre, tout ça, c'est pour effectivement toujours et encore interroger, poser le questionnement philosophique. Mais le roman, c'est une autre histoire. Parce que le roman, c'est quand même, au fond, toute l'aventure de l'intériorité, hein, des quiproquos, des malentendus. Et là, on arrive effectivement... Parce que si j'ai voulu citer tout ça tout au long de votre parcours, c'est parce que j'ai l'impression que dans les perroquets de la place d'Arezzo, tout ça est rassemblé. Toutes les questions sont comme retissées, reliées entre elles. Alors, on va d'abord peut-être un peu mettre les choses en place. On est à la place d'Arezzo, à Bruxelles. Place d'Arezzo, c'est une place de Bruxelles qui est une place ronde. On appelle ça un square, ce que j'ai jamais compris, parce qu'un square c'est carré, mais bon, c'est une place. Je peux pas écrire des mots pareils comme ça, moi. Si c'est rond, c'est rond. Donc c'est une place ronde, un peu comme au théâtre, dans les pièces de Goldoni ou du XVIIIe siècle que j'adore. Et les héros vont avoir deux choses en commun au départ, seulement deux choses, puis plus on va avancer dans le roman. Tous ceux qui habitent autour de cette place. Ils ont en commun d'habiter autour de cette place et de recevoir une lettre anonyme. Cette lettre anonyme est très simple. Elle dit ce mot pour te signaler que je t'aime, signé qui tu sais. Et le roman va être la répercussion de cette lettre anonyme dans la vie de chacun. C'est-à-dire comment il va interpréter d'abord un message d'amour, parce que certains ont envie de l'amour, d'autres le confondent avec le plaisir, d'autres ne veulent plus entendre parler d'amour, certains croient que c'est une publicité, un garçon pense que c'est encore sa mère qui lui a envoyé quelque chose, etc. Donc déjà l'attente par rapport à l'amour, et puis en fait ce mot est une manière de s'introduire dans l'intimité de chacun de ces personnages. Et effectivement, alors tout le monde dans la critique l'a remarqué, tout le monde évoque Fenêtre sur cour, ce dispositif cinématographique qui permet effectivement d'être un peu comme ça voyeur de ce qui se passe dans ces appartements et dans la tête de tous ces personnages qui vont par couple la plupart du temps. Oui, souvent. Hein, alors il y a il faut que je les recite, il y a Faustine et Dany, Baptiste et Joséphine, et puis il y a ce fameux Zachary Biderman, qui est quand même assez impressionnant et qui, je ne sais pas comment vous dire, il fait penser à un personnage politique qui nous a occupés avec sa sexualité débordante récemment. C'était quand même lui que vous aviez en tête? C'est lui et pas lui, parce qu'on en connaît d'autres. Hein. Oui. Y a vraiment un lien de la libido et de la politique, c'est clair. Ces gens-là seraient prêts à séduire le pied de la chaise si la chaise votait. Et en même temps, je pense que dans leur énergie qui leur permet, et leur égocentrisme qui leur permet aussi d'avoir une vie dure, parce que c'est une vie qui est faite d'échecs aussi parfois, et il faut remonter la pente. Enfin, il faut avoir une grosse structure narcissique pour supporter. Il y a aussi une grande dépendance au regard des autres. Et une grande dépendance au regard des autres. Et c'est vrai que voilà, ce Zachary Biderman, ce qui m'intéressait, c'était le paradoxe d'un homme politique qui peut avoir des idéaux sociaux justes, c'est-à-dire une forme d'altruisme en pensée, d'altruisme politique, vraiment, et dans la vie, être la personne la plus égoïste qui soit. Voilà. Pourquoi est-ce que cet altruisme est simplement incarné dans l'action politique et la réflexion politique et pas dans la vie? Parce que chez lui, la sexualité est une décompression. C'est-à-dire il a tellement de responsabilités que la sexualité est simplement le moyen d'avoir des endomorphines qui lui font plaisir, qui le remettent d'aplomb. Conclusion, sa sexualité ne va pas jusqu'à l'autre. Au fond, la femme est toujours instrumentalisée. Et c'est ça, en fait, pour moi, le vrai sujet du livre, c'est-à-dire l'articulation de la sexualité et de l'amour. Est-ce que la sexualité, c'est toujours un chemin vers l'autre? Est-ce que parfois la sexualité n'est pas un obstacle au chemin vers l'autre que peut être l'amour? Est-ce que parfois l'amour, on peut l'éprouver mieux sans la sexualité? Voilà, c'est vraiment pour moi ça le cœur du livre, parce qu'effectivement parfois c'est le désir qui nous amène vers un être, et le désir va être comme le chemin.
Donc la sexualité va être comme le chemin qui va peut-être éventuellement passer dans la dimension amoureuse. Mais en même temps, dans la sexualité, il y a du plaisir. Donc il y a de l'égoïsme satisfait. Et parfois, la sexualité peut être un mur qui empêche d'aller jusqu'à l'autre. Oui. Et puis, il y a des êtres qui n'ont pas de libido aussi. Et quand même, alors on a parlé de ce dispositif cinématographique, mais il faudrait aussi évoquer, parce que pour moi c'est ce qui m'a le plus touché, c'est le dispositif musical, parce que c'est quand même comme une sorte de grande messe, de requiem des sentiments, c'est-à-dire c'est de l'ordre du requiem, c'est-à-dire il y a quand même quelque chose de mortel, de quelque chose qui est lié aussi à la mort. Il y a à la fois le Magnificat et le requiem, voilà. Il y a les deux, c'est-à-dire la sexualité, ça peut être une merveille, mais il y a aussi le dies irae, c'est-à-dire le jour de colère. La sexualité peut être le moteur des catastrophes. Et donc c'est vrai que le livre a une structure, il y a 4 parties, et elles sont chacune nommées selon des termes de liturgie musicale. Parce qu'au fond, derrière, il y a une réflexion sur l'amour. Donc c'est ça aussi que porte la liturgie musicale. C'est-à-dire, au fond, dans ce livre, il y a une colombe. Derrière ce livre, il y a une colombe, parce qu'on croit que c'est un corbeau, parce que souvent la personne qui envoie les lettres anonymes de haine, de vengeance, on appelle ça un corbeau. Mais moi, c'est des lettres anonymes d'amour. Donc j'appelle ça une colombe. Et comment est-ce que quelqu'un peut envoyer des messages anonymes d'amour? Quel est son but? Qu'est-ce que ça provoque chez les êtres? C'est presque une histoire évangélique, même s'il y a beaucoup de sexe. Oui, c'est presque une histoire évangélique. Et en fait, colombe, corbeau, mais aussi perruche et perroquet. Oui. Hein, c'est parce que c'est pas pour rien que ça s'appelle les perroquets de la place d'Arezzo. Ouais. Alors c'est qui? C'est nous? C'est nos miroirs? Nous sommes de drôles d'oiseaux quand même. Voilà. Hein, et des oiseaux avec beaucoup de couleurs. Enfin, mes personnages sont très très colorés et très contradictoires la plupart du temps. En fait... ce titre vient d'une émotion que j'ai eue le jour où j'ai découvert la place d'Arezzo à Bruxelles. Parce que mes yeux voyaient une ville d'Europe du Nord, avec des maisons assez élégantes, etc. Et mes oreilles entendaient une bande-son qui n'avait aucun rapport avec la bande-image, puisque mes oreilles entendaient l'Amazone, la jungle, les tropiques, puisque j'ai levé les yeux et j'ai vu les nids avec les perruches et les perroquets. Et ça a été immédiatement pour moi une image de nous, être sexuel et rationnel en même temps. C'est-à-dire, oui, nous sommes en apparence civilisés, habillés, nous faisons des phrases, nous articulons, nous avons des principes, etc., comme les maisons autour de la place d'Arezzo, mais à l'intérieur, il y a des cris, il y a des pulsions, il y a l'animalité, il y a la sauvagerie, il y a les perroquets. Et donc, je me suis dit, voilà, mon roman sur l'amour et la sexualité, il va se passer autour de cette place. Et alors après, en plus, je me suis rendu compte que le thème du perroquet en peinture était un thème proprement sexuel. La femme au perroquet, c'est un classique des sujets de peintres. Ça représente toujours la femme, donc légèrement dévêtue, mais pas trop, parce que quand même la femme civilisée. Mais le perroquet, le crochu qu'elle a sur l'épaule ou au doigt, représente la sexualité. La force de la sexualité, l'exotisme, la couleur, l'aspect bariolé, le danger. Et donc, je me suis dit, voilà, ce thème des perroquets, ça m'intéresse. Et ils sont comme un chœur qui... ça, c'est le théâtre. Ils sont comme un chœur qui regarde tout ce qui se passe autour et ils répondent. Et les personnages s'interrogent sur les perroquets. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai, qu'est-ce que dit un perroquet? Un perroquet qui vous dit « Bonjour, Coco ». Il se fout de vous ou bien vous entendez bonjour Coco. D'abord, vous croyez qu'il vous parle et vous croyez qu'il vous dit bonjour et qu'il vous appelle Coco. Mais peut-être qu'il est en train de dire tout à fait autre chose à ses copains perroquets. Ah oui, quelle langue parle le perroquet sous la langue qu'il imite? Donc, la duplicité linguistique du perroquet m'intéresse aussi. Justement, parce que ce roman, vous dites que vous l'avez écrit dans une époque qui est, selon vous, j'ouvre les guillemets, abusée par les sentiments. Ça veut dire quoi, ça, abusé par les sentiments? Il y en a trop? C'est un des personnages qui dit ça. Je ne sais pas si je reprendrai tout à mon compte. Enfin, vous êtes quand même l'écrivain, hein, je vous rappelle. Ça ne s'est pas écrit tout seul, même si vous dites que vous... Hein, oui, je peux dire des choses paradoxales. Voilà. Non, mais c'est quand le personnage parle du mariage et dit aujourd'hui... Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez cynique là, dans cette remarque. Chez ce personnage-là, il y a quelque chose de très cynique qui dit les gens veulent recouvrir leur comportement de bons sentiments. Voilà.
Et les gens veulent croire qu'ils sont amoureux quand ils le sont à peine, veulent croire qu'un mariage d'intérêt est un mariage d'amour, veulent croire que un mariage qui est dû à une pure attirance sexuelle est un mariage aussi d'amour. Enfin, les gens veulent tout recouvrir et tout rendre propre avec des sentiments. Alors moi, je suis pas contre les sentiments, je pense être un écrivain du sentiment, mais le sentiment comme un masque, si vous voulez, comme une mauvaise odeur, comme une bonne odeur pour cacher une mauvaise, c'est pas une chose qui m'intéresse. Je pense par contre qu'on est dans une époque, et ça un autre personnage le dit, et je le reprendrai plus à mon compte, beaucoup abusé par la sexualité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un personnage dans le livre, c'est Ludovic, qui est un garçon de 28 ans, et que tout le monde embête pour qu'il ait enfin une relation suivie avec une fille. Et il a 28 ans, il est toujours... Enfin, il est sans doute... J'ai écouté ce qu'il me racontait. Il est sans doute toujours vierge, et il n'est pas très intéressé par ça. Et alors, ses amis, filles, garçons, essayent de le caser avec quelqu'un, que ce soit avec une fille ou avec un garçon. Sa mère aussi est prête à le caser avec n'importe quelle grognasse qu'elle peut récupérer à son cours de gymnastique. Non, parce qu'elle va à tous les cours de gymnastique et tout pour trouver des appâts pour son fils. Et puis elle organise des séances de thé insupportables pour ce pauvre garçon. Mais j'en connais des gens comme ça. Et en fait, ce garçon, il est tout simplement asexuel. Alors c'est une chose qui existe. Il paraît qu'il y a 1% de la population qui n'a pas de libido et qui peut aimer sans avoir de besoin sexuel. Et ce garçon, aujourd'hui, il passe pour une tare. À une autre époque, il aurait passé pour un homme vertueux et à une autre époque, même pour un homme pieux. Sa chasteté, sa virginité aurait été dorée du sens que lui aurait donné une autre époque. Le contexte. Et aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, c'est un taré aux yeux de notre époque. Donc on est quand même dans une époque du tout sexuel, où il faut absolument réussir sa sexualité, être performant, etc. Et ça aussi, je l'interroge dans le livre. Il y a des aides pour qui c'est vrai et il y a des aides pour qui c'est faux. En tout cas, c'est quand même le romancier qui reste, dans ce texte, le grand ordonnateur de ce théâtre des passions. C'est quand même... mais il est inclus dans l'affaire ou il reste dehors, lui? Oui, non, moi je suis dans plusieurs personnages. Oui. Et les personnages dont j'étais pas proche, j'ai eu le bonheur de m'en découvrir proche en les écrivant. Et c'est ça qui me fascine. Par exemple, Diane, cette femme qui veut toujours que sa sexualité soit inventive et renouvelée. Quand son mari lui dit on pourrait faire l'amour dans le lit, dans la chambre, elle dit non, on l'a déjà fait une fois, on va pas le refaire. Donc vous imaginez dans quoi elle l'emmène. Donc c'est le sadomasochisme, des mises en scène très compliquées, etc., etc. J'ai adoré suivre ce personnage parce que sans doute j'ai réalisé une partie de mes fantasmes à travers elle. Mais voilà, quand je n'en étais pas proche au départ, j'en suis devenu proche. Vous dites, je ne sais pas où vous l'avez dit, mais les sujets de mes livres m'ont forcé la main. C'est comme s'il y avait une forme de résistance d'abord de l'écrivain au sujet qui se présente. Ou il y a l'idée de m'ont forcé, c'est-à-dire qu'ils se sont effectivement imposés. Mais pourquoi ils ont à s'imposer? Qu'est-ce qu'il faut Parce que j'ai peur de ne pas y arriver et je doute d'avoir les moyens de réaliser totalement l'idée qui me vient. Par exemple, je suis spontanément un écrivain de théâtre. Quand il a fallu m'improviser romancier, parce que tout d'un coup, des sujets me forçaient à devenir romancier, l'Évangile selon Pilate, La part de l'autre, mon livre sur Hitler, etc. Tout d'un coup, j'étais condamné, si je voulais réussir ça, ça ne pouvait pas être bien sous la forme d'une pièce, il fallait que ça soit un roman. Donc il a fallu que je me transforme en romancier pour obéir à mon sujet. Et ça, franchement, j'avais de larges doutes. Après, parfois, des sujets me sont arrivés sous la forme de petits contes. C'est Monsieur Ibrahim, c'est Oscar et la Dame Rose. Est-ce que j'étais bien fait pour écrire des contes? Alors, je m'invente comme ça. Après, des sujets de nouvelles. Les nouvelles, on sait, c'est un art extrêmement difficile. Serais-je capable d'obéir à mes sujets et de faire des nouvelles? Voilà, à chaque fois, le sujet commande. Alors, c'est aussi une chose que vous dites et qui peut peut-être résumer comment vous abordez, au fond, l'écriture. Se tenir sur la ligne du doute, c'est la seule position tenable pour vous? Oui, et ce n'est pas inconfortable. Pas tant que ça, parfois. La ligne du doute, c'est-à-dire ne pas confondre des idéaux avec des certitudes, ne pas confondre des croyances
avec des vérités, ne pas confondre mon envie de réussir quelque chose avec le diagnostic qui dirait que je l'aurais réussi, continuer à essayer d'élargir ma palette. Là, par exemple, Le Perroquet de la place d'Arezzo m'a obligé à me transformer en romancier choral. Je n'avais jamais été un romancier choral, puisque je suis 20 à 30 personnages, même si à la fin c'est romanesque, puisque tous les destins se rejoignent, mais au départ c'est quelque chose de très choral, donc c'est une construction très spéciale. Voilà, alors je l'ai fait avec à la fois enthousiasme et toujours le recul critique. Est-ce que je peux vous poser une question, puisqu'ils sont tous là, effectivement. Qu'attendez-vous de vos lecteurs ? Attendez, ça va se retourner la question. Non, mais je m'adresse à eux. D'abord, je m'adresse à eux parce que je ne supporte pas du tout les écrivains qui disent qu'ils ne pensent pas à ceux qui vont les lire. C'est totalement faux. Ce qui donne une forme à ce qu'on écrit, c'est le fait qu'on va l'offrir, le donner, le présenter aux autres. C'est évident au théâtre. On écrit pour le 4e mur. La pièce, elle se passe dans les 3 murs construits, mais c'est pour le 4e mur. C'est ce qui donne une forme à la dramaturgie. C'est ce qui crée une structure d'attente, de suspense. C'est ce qui fait qu'on peut faire des révélations, des surprises, etc. Dans un livre, c'est pareil. Moi, je m'adresse à vous. J'essaye de vous prendre par la main pour vous emmener à un endroit où vous ne seriez peut-être pas allé sans moi. Parfois, ça a totalement fonctionné. Par exemple, une des choses qui me rend le plus fier, c'est le succès de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Si j'annonçais aux gens, voilà, je vais vous faire rentrer un peu dans le cœur de l'islam, pas très envie, mais je leur raconte une belle histoire entre un petit garçon juif et un épicier arabe. Enfin, il n'est pas arabe, en fait, il est turc. Mais arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit dans l'épicerie. Donc, tout le monde dit qu'il est arabe. Et en fait, c'est aller dans le soufisme, le soufisme qui, pour moi, est une des plus belles formes de l'islam. Donc, voilà. Et là, dans Les Perroquets, vous emmenez à vous sentir proche de personnages sans doute tellement différents de vous. Il y en a qui seront vos doubles, il y en a qui seront vos échos, mais il y en a qui seront très, très différents de vous. Et si j'ai réussi, vous vous sentirez aussi proche de ceux qui sont différents de vous que de ceux qui sont proches de vous. Et pour moi, c'est ça le but de l'écriture et de la lecture, c'est créer de l'intimité avec l'autre. Créer de l'intimité avec les êtres que nous ne sommes pas, mais que peut-être, finalement, nous aurions pu être si nous étions nés ailleurs, si nous avions fait d'autres choix, si nous n'avions pas la même histoire. Et donc, il y a vraiment un but humaniste, moi, dans mon écriture. Et alors, ce que j'attends, c'est qu'on se retrouve là, sur cette plateforme humaniste, c'est-à-dire à regarder la condition humaine, et si possible avec tendresse, pas avec sarcasme. C'est là peut-être que je suis un peu différente de beaucoup de contemporains. Je n'aime pas le rire qui divise et le rire qui moque. J'aime le rire qui est tendre, c'est-à-dire le rire qui est plein de compassion. C'est-à-dire, regardez, il est ridicule comme moi. Voilà. J'aime qu'on se retrouve dans l'idée qu'on est des petits êtres, mais quand même respectables. Mais chercher ce qu'il y a de petit. Je cherche plus ce qu'il y a de grand en l'homme que ce qu'il y a de petit. Et si je trouve des choses petites, je me mets dans cette petitesse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce que je veux créer, c'est plutôt du lien que segmenter ou diviser. Alors, comme moi, j'en ai effectivement bien profité et que je vous remercie, Éric Emmanuel, d'avoir effectivement fait de cela une vraie rencontre. Je vais quand même vous passer la parole aussi. Peut-être que vous avez envie de profiter de l'occasion de sa présence pour lui dire des choses, pas seulement sous la forme de questions, mais peut-être vous poser des questions ou lui dire quelque chose. Voilà. On va vous laisser peut-être le temps d'y penser quelques instants et voir s'il y a quelqu'un qui... Non. Vous êtes... voilà. Voilà. Oscar et la Dame en rose. Merci. Aussi bien par la lecture, par les mots, comme par l'interprétation que j'ai eue au théâtre. C'était Daniel Darieux ou Annie Dupéret? Annie Dupéret. Annie Dupéret. Les deux étaient merveilleux. C'est d'abord Daniel Darieux qui l'a créé, et puis ensuite, Daniel étant fatigué, et c'est normal, à 88 ans, à l'époque, c'est Annie qui a fait une autre mise en scène. Et de savoir solliciter le sourire dans des circonstances aussi terribles, aussi dramatiques, je trouvais ça formidable. Vraiment, Merci. Moi, je vous remercie. Merci. Moi, je pense toujours que la vie étant tragique, il est inutile d'écrire des tragédies.
Cherchons plutôt la lumière dans les ténèbres que rajouter des ténèbres aux ténèbres. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui. Alors moi j'ai eu la chance de vous voir sur scène et je voudrais savoir si vous avez l'intention de rejouer. Alors, il faut que je dise une chose, je suis toujours monté sur scène par accident. Hein. Non, mais je veux dire, toujours pour remplacer quelqu'un. Ouais. Donc c'est vrai que je suis monté sur scène pour remplacer Francis Lalanne dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ça tombe bien, je savais le texte. Même si je me suis planté le premier soir. J'ai sauté 10 pages. Ouais. 10 pages. Ça s'est pas vu, hein. Mais... Oui, parce que en fait, après, non, mais après, j'ai redécoupé. C'est l'avantage d'être auteur, j'ai redécoupé le texte. Et en pensant à la lumière et aux effets, il fallait que je me trouve là, tel moment était. Et je suis arrivé à me faire une salade qui fait que les gens n'ont pas vu. Mais c'était chaud. Et autrement, je suis monté sur scène aussi pour Ma vie avec Mozart, mon texte sur Mozart, où j'ai la chance de monter sur scène avec un orchestre, l'Orchestre symphonique de Lyon, l'Orchestre Confluence. Et donc, voilà, je parle à Mozart et Mozart me répond avec l'orchestre, les solistes, etc. J'aime bien faire ça. J'ai une trouille d'enfer quand je le fais. Les premières fois, je vomissais dans les coulisses. Après, on me faisait une piqûre de cortisone. Parce que j'ai l'air solide, mais il y a du sable à l'intérieur. Hein. Et maintenant, j'adore faire ça. Donc, il faut que je me méfie, il faut que je m'arrête. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais tellement monter sur scène que je me l'interdis parce que ça pourrait changer ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie d'écrire. C'est quand même ma passion prédominante. Donc je vais le faire de temps en temps. Donc cette année, je le fais juste... je fais quelques Monsieur Ibrahim en province. Et puis à la salle Gaveau, au mois de février, je vais reprendre le spectacle que j'avais fait à l'Opéra Bastille, où je suis sur scène avec des musiciens et je parle du mystère Bizet. C'est un texte sur un des musiciens que je préfère le plus au monde, qui est Bizet, l'auteur de Carmen. Et donc je le refais à Gaveau au mois de février. Mais peut-être, alors pardon, est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Parce que vous citez, comme ça, en fin de parcours, enfin, de ce petit parcours que nous avons fait ensemble, vous citez Mozart, vous citez Bizet, on sait que vous entretenez des liens très particuliers avec Beethoven aussi, oui. Mais finalement, on n'en a pas parlé de la musique, hein. On n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même de... Moi, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe complètement, qu'il y a une sorte de nostalgie profonde d'avoir à passer par les mots pour transmettre ou pour vivre cette relation au monde, aux autres que vous rêvez. Complètement. Là, vous m'avez totalement cerné. Voilà. Je suis un écrivain qui porte en lui la nostalgie du musicien qui n'a pas été. Même si je suis pianiste et que... Bon, voilà. Mais j'ai pas été le compositeur que j'aurais voulu être, parce que quand je me suis mis à composer, déjà assez jeune, je me suis rendu compte que je faisais toujours à la manière d'eux. Oui. Voilà. J'avais pas beaucoup d'imagination, alors que pour écrire, j'en ai. Donc, au bout d'un temps, j'ai compris que j'aimais plus la musique que la musique ne m'aimait. Et donc, j'ai accepté. Vous savez, une vocation, hein, c'est ça, la vocation, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on est destiné à faire. Moi, j'ai toujours été reconnu dès l'enfance par mes proches, par mes parents, par les professeurs, comme un écrivain spontané. Et en plus, j'ai toujours écrit, j'écris comme on respire. J'ai écrit mon premier roman à 11 ans, ma première adaptation théâtrale à 11 ans, ma première pièce à 16 ans. Mais je trouvais ça normal, et moi je pensais que je ferais autre chose dans la vie. Écrire est une chose, et inventer des histoires est une chose normale. Je cassais les oreilles de ma grand-mère, je me souviens, elle me regardait toujours en disant « Oh, quand tu seras grand, tu vas perdre ton imagination ». C'est pire, j'en ai encore plus maintenant. Nous, ça nous ravit, parce que ça va nous permettre de continuer. Mais voilà, ce que j'envie à la musique, puisque pour répondre à votre question, ce que j'envie à la musique, c'est la capacité qu'elle a de créer immédiatement l'émotion. Elle vous ravit immédiatement et elle descend au plus profond de l'âme. C'est comme un puisatier qui irait tout de suite à l'essentiel et au fond du puits. Et ça, je suis jaloux. Il y a un monsieur qui veut... Allez-y. Encore une... Ça va, on a encore 3-4 minutes. Donc, j'adore la musique et je déteste les musiciens puisque je suis jaloux. Je vais vous prendre au mot et votre réponse pourrait nous prendre tout l'après-midi. C'est quoi pour vous faire ce qu'on est destiné à faire? C'est quoi le destin? Voilà. Je me pose toujours la question, est-ce que je suis libre ou est-ce que je ne fais qu'accomplir mon destin, et je me pose la question pour moi, mais pour chacun de nous.
Aujourd'hui, j'en suis à... Alors, on sait très bien que philosophiquement, on peut pas répondre. Il y a des partisans de la théorie du destin et des partisans de la théorie de la liberté. Aucun n'a des arguments suffisants pour détruire l'autre. C'est exactement comme les arguments en faveur de Dieu et les arguments en défaveur de Dieu. C'est des arguments, c'est pas des preuves. Alors, pour cette question de libre ou destin, moi, je pense qu'à la limite, on a une liberté dans la vie, c'est celle de passer ou pas à côté de son destin. Je crois que la liberté qu'on a, c'est de voir qui on est, d'accepter qui on est et de céder à la personne qu'on est et devenir la personne qu'on doit être. Nietzsche disait « deviens ce que tu es ». Je trouve que c'est une très belle maxime de vie. « Deviens ce que tu es ». Moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est ça. Je suis devenu progressivement ce que j'étais. Après, j'en vois tous les signes avant-coureurs, évidemment, dans mon enfance, etc., etc. Mais ça a été de consentir à bien être l'être, et dans la vie privée, et dans mon activité, d'être bien l'être. Alors, j'essaye d'être l'être que je dois être en essayant de m'améliorer. C'est-à-dire, comme disait André Gide, il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Hein, il ne faut pas dévaler sa pente, il faut essayer de prendre sa pente en montant. Mais je crois que vraiment, voilà. Et il y a des vies malheureuses, c'est les vies de gens qui ne lisent pas leur destin et qui n'acceptent pas leur destin. Et je pense qu'une vie heureuse, c'est la vie de quelqu'un qui a bien lu qui il était, quel était son destin psychologique, amoureux, professionnel, etc. Et quand on lit bien sa vie, alors on peut épouser son destin. C'est la seule liberté qu'on a. Voilà, la liberté d'épouser ou pas son destin. Et ben voilà de quoi réfléchir encore et encore. En tout cas, parce que je crois qu'il faut effectivement qu'on arrête parce qu'un autre débat va avoir lieu dans la même salle. Je voulais remercier c'est moi qui vous remercie. Éric Emmanuel parce que ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver un bon moment et vous remercier vous aussi.